LCP Assemblée nationale et MAF Assurance présentent, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi. Bonjour et bienvenue dans Transportez-moi. Ce mois-ci, l'équipe du magazine vous invite à un voyage vers le futur, mais un futur proche. Imaginez, plus de sécurité, moins d'embouteillage. Plus de mobilité urbaine, moins de pollution. C'est possible, oui, probablement, en lâchant le volant. Tout de suite, le sommaire de notre émission. On est bien là. Imaginez, un clic et votre voiture arrive devant chez vous, chauffée, radio allumée et prête à partir. De la science-fiction? Pas si sûr. Le lancement de la Google Car a contraint les constructeurs automobiles à développer les voitures autonomes. Mais comment fonctionnent ces véhicules intelligents? Peut-on vraiment leur faire confiance? Recherche de place, problème pour se garer, près de 20% de la circulation urbaine serait due aux embouteillages liés aux difficultés de stationnement. Des applications smartphone aux capteurs géolocalisés, découvrez comment la voiture connectée vous permettra de ne plus jamais rater votre créneau. Pour une entreprise, pas toujours facile de gérer au mieux la flotte de ses véhicules. Notre chroniqueur Gérard Felzer nous fait découvrir une innovation. Une prise, un boîtier, et ce sont des millions de données récupérables. Objectif, prévenir l'état des voitures, mais également analyser le comportement du conducteur. Ou comment concilier écologie, sécurité et rentabilité. Frédéric Mathis, bonjour. Bonjour. Sabine Quindou, Transportez-moi. On y va? On y va. Je mets ma ceinture quand même. Il faut mettre sa ceinture, pas spécifiquement parce que c'est un véhicule autonome, mais parce que c'est un véhicule. La Next2, c'est votre bébé. Donc c'est une voiture qui est connectée. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait d'être perpétuellement connecté va vous permettre d'interagir avec le véhicule à distance, à la maison, avec son smartphone, avec un ordinateur. Je vais pouvoir préparer mon voyage à la maison. Je n'ai pas besoin de rentrer mes adresses GPS quand je suis dans le véhicule, je vais pouvoir le faire à la maison. Donc là, vous avez votre tablette sous les yeux, avec toutes les données que vous avez entrées, mais la voiture aussi vous parle, dans l'autre sens. Enfin, elle vous donne des informations. Le véhicule va interagir avec son environnement. Quand il va croiser, par exemple, une publicité pour un concert, si ce concert fait partie de vos centres d'intérêt, il va vous porter le panneau dans le véhicule et vous donner des informations sur le concert. D'accord. Voire même vous faire écouter un petit peu. Bah voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Donc là, toc toc toc, c'est la voiture qui vous appelle pour vous dire il y a un concert à proximité. Voilà. Là, vous avez des informations sur le concert. Et si ça vous intéresse, vous allez même pouvoir acheter les places. Donc on va acheter 2 places. Oh, je suis ravie d'aller à ce concert avec vous, Frédéric. Donc une voiture connectée et autonome. Alors ça, c'est la deuxième partie, le deuxième aspect, celui qui nous trouble depuis tout à l'heure parce que vous n'avez ni les mains sur le volant, ni les pieds sur les pédales. C'est-à-dire quand vous êtes en dessous de 30 km/h, la voiture vous propose la délégation de conduite. Donc en situation d'embouteillage, typiquement, vous laissez la voiture conduire et vous utilisez le temps que vous n'utilisez pas pour conduire pour les services connectés. Pour les services connectés. Donc là, vous pouvez regarder les informations. On peut regarder les informations, on peut regarder la télé, on peut regarder des films que vous avez téléchargés depuis chez vous. Absolument. En sécurité. Tout à fait. Donc la priorité, c'est bien évidemment la sécurité, ce qui veut dire que en délégation de conduite, le véhicule réagit plus vite que vous, donc va freiner plus fort. S'il y a de l'insertion, quelqu'un qui vous coupe la route, le véhicule va l'éviter et va freiner de façon plus rapide, avec plus de pertinence qu'un conducteur. Et deuxième chose, donc, un certain nombre de services ne sont accessibles qu'en délégation de conduite. C'est pas vous qui négociez avec le véhicule, hein, c'est bien en fonction de la situation que vous êtes en train de vivre, c'est le véhicule qui décide si oui ou non vous avez le droit ou pas de faire certaines choses. Vous voyez, quand je reprends la main, la vidéoscope. Donc c'est un gain de sécurité, c'est clair.
Et c'est un gain de développement durable puisqu'on va mieux réguler le trafic. Donc d'ailleurs, le véhicule en tant que véhicule connecté est connecté à un cloud qui lui va gérer également le trafic. Donc il va réguler la vitesse finalement des véhicules. Pour qu'on ait plus ce phénomène d'accordéon. Voilà, pas d'accordéon, il vaut mieux rouler accélère, doucement, tranquillement, plutôt que de rouler avec des accélérations et du stop and go. Un chiffre à retenir, 20% des véhicules en train de circuler sont en réalité à la recherche d'une place de stationnement. Un véhicule connecté, autonome, pourrait vous aider à trouver une place de parking. Moins de saturation sur les routes, moins de pollution, plus de temps libre. Se garer en ville, cela peut prendre du temps. Beaucoup de temps. Heureusement, certains constructeurs ont décidé de nous simplifier la vie. Alors on va prendre à droite à la route, si on trouve une place ici. Le problème de Paris, c'est de trouver de la place. C'est aussi ça. Dans cette voiture, le stationnement est assisté. C'est la machine qui calcule l'angle que doit prendre le volant. Le conducteur n'a pas besoin de le toucher, il doit juste freiner, accélérer, enclencher la marche avant ou la marche arrière. La voiture est capable de se repérer dans l'espace et même de trouver une place en roulant grâce à plusieurs capteurs à ultrasons positionnés sur la carrosserie. On a les 4 capteurs qui sont des capteurs traditionnels que tout le monde a quasiment sur des voitures avec l'aide de stationnement. Voilà. Vous garez dans une voiture, marche arrière, bip 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 bip, vous entendez ces bruits-là qu'on a souvent dans des véhicules. Ce sont ces 4 capteurs-là qu'on connaît. Mais ce n'est pas eux qui vont nous aider à scanner la place. Ce qui va nous scanner la place, c'est vraiment ces capteurs-là qui sont positionnés donc, sur le côté du véhicule. Donc il y en a un à l'arrière et un sur l'avant du véhicule. Et c'est ces capteurs-là qui vont déterminer la zone exacte dans laquelle le véhicule peut rentrer. Dans quelques années, nous pourrons peut-être même déléguer le stationnement à des voitures intelligentes. Ici, le véhicule va se garer tout seul, sans personne à bord. Les capteurs sont sur la carrosserie pour les informations de distance ou d'obstacles, mais aussi dans le parking. L'infrastructure routière envoie au véhicule les informations concernant le trajet à emprunter ou la localisation d'une place disponible. La route intelligente pour faciliter le stationnement, le concept existe déjà dans le sud de la France, à Nice. Dans cette ville, comme dans de nombreuses autres en France, il faut en moyenne 30 minutes pour trouver une place dans le centre. Du coup, la municipalité a financé un dispositif unique. Voilà. Donc là, normalement, on devrait en avoir une. Si tu tournes... Ouais, t'as droit. On va tourner à droite et normalement, on devrait avoir une place disponible. La place A608. Sur cette application, les places disponibles sont représentées par des drapeaux bleu ciel, les parkings fermés sont en bleu foncé et le véhicule est représenté par le point vert. On peut donc savoir en temps réel où se trouve la place libre la plus proche. Eh bien voilà, nous avons cette place-là qui est indiquée comme étant disponible. On s'est garé un peu à la niçoise, hein, mais... Donc c'est la place E149. Dans le centre-ville de Nice, plus de 3000 capteurs volumétriques ont été installés discrètement dans les trottoirs. Ils détectent la présence d'une voiture. Puis l'information est envoyée par ondes radio vers ces répétiteurs accrochés aux luminaires de la ville. Toutes ces données sont ensuite centralisées et traitées en temps réel. Les habitants de Nice y ont accès grâce à l'application gratuite EasyPark. Pour payer son stationnement, il y a plusieurs solutions. La monnaie, la carte de crédit avec ou sans contact, ou même le paiement par téléphone, grâce là aussi à une application. Ces horodateurs nouvelle génération permettent aussi d'obtenir des informations sur les loisirs et les commerces situés à proximité. L'interface nous permet de sélectionner un certain nombre de fonctions. Donc là, nous cherchons un café. Nous pourrions chercher aussi un restaurant. Hop, voilà, nous avons le D-Lin. Enfin, la borne et l'application donnent des informations sur les moyens de transport alternatifs disponibles à proximité. Les aides apportées en matière de stationnement permettront demain, lorsque la personne aura stationné son véhicule, d'avoir accès à l'ensemble des dispositifs de mobilité. La question demain ne sera pas comment on va se déplacer d'un point à un autre, mais selon quelle intermodalité on le fera. De quoi permettre aux Niçois de se rendre plus facilement dans le centre-ville. Alors, il
Il y a un enjeu économique qui est la dynamisation et la préservation du commerce de centre-ville. Il faut que les dispositifs de stationnement intelligent accompagnent aussi la préservation des commerces de centre-ville. Et donc ils sont là pour déployer à la fois des informations et des dispositifs attractifs pour permettre aux commerces de centre-ville de connaître le même développement que ceux qu'il peut y avoir dans les commerces de périphérie. Autre avantage, la police municipale est équipée d'une application qui permet d'identifier automatiquement les voitures qui n'ont pas payé leur stationnement, soit en moyenne 80% des voitures. De quoi rentabiliser les 12 millions d'euros investis par la ville pour cet équipement. Enfin, en diminuant la circulation liée à la recherche de stationnement, les concepteurs du projet espèrent faire sensiblement diminuer les émissions de CO2 des véhicules. De la voiture connectée qui vous aide à mieux conduire, à la voiture intelligente qui roule toute seule, il n'y a qu'un pas que les constructeurs sont en train de franchir. Nous sommes ici au technocentre de Renault à Guyancourt dans les Yvelines. Ce technocentre est une ville dans la ville. 15 000 personnes y travaillent avec à leur disposition une flotte de plusieurs centaines de véhicules. Et parmi ces véhicules, la PAMU 2. Plateforme avancée de mobilité urbaine. Avantage de la PAMU 2, les sièges arrière sont entièrement libérés, tout le système de navigation est contenu dans le coffre. Principe de fonctionnement, vous commandez votre PAMU depuis votre ordinateur de bureau, la PAMU sort toute seule de son parking, vient vous chercher à l'entrée de votre bâtiment, vous prenez le volant pour atteindre votre point de rendez-vous et la PAMU retourne se garer toute seule, avec la charge électrique nécessaire pour remplir sa mission. Évidemment, ce prototype qui ne roule que depuis 3 jours ne peut circuler que sur les voies du technocentre, des voies privées régies par des règles de circulation privées. Prendre la route, la vraie route, là, c'est une autre affaire. Aux États-Unis, quelques voitures particulières ont fait leur apparition sur les routes. Steve Mahan ne touche pas son volant, sa voiture est autonome. Et pour cause, le conducteur a perdu 95% de sa vision. En 2012, les 12 prototypes de cette Google Car ont parcouru 482 000 km sans causer le moindre accident. En France, quelques rares véhicules autonomes sont en circulation. Sur le campus d'Illkirch, en banlieue de Strasbourg, cette navette est capable de transporter 8 personnes sans conducteur. Comme la Google Car, la Navia parcourt une première fois son trajet pour créer une carte virtuelle de la route. Ensuite, elle peut refaire ce circuit toute seule et s'adapte aux imprévus. Alors ce véhicule est considéré comme intelligent parce qu'il est capable de prendre en compte son environnement. C'est-à-dire qu'il est capable de se localiser et de savoir où il est, dans un environnement piétonnier, dans un environnement route classique. Il est capable de détecter les obstacles, s'arrêter le cas échéant pour éviter de percuter l'obstacle. Pour prendre ses décisions, la Navia a besoin de percevoir son environnement. Alors, ce véhicule se guide grâce à ces capteurs que vous voyez ici. Donc, on en a 4 autour du véhicule. Donc, ces capteurs sont montés sur un moteur, envoient un rayon qui se réfléchit sur l'obstacle. Donc, on mesure une distance. Et grâce à des milliers de points par seconde, on est capable de créer l'environnement du véhicule et de le localiser et de détecter les obstacles. Voilà. Pour le moment, la Navia roule avec des opérateurs, une précaution nécessaire pour obtenir l'autorisation de circuler en ville. Car aujourd'hui, la législation est stricte. Une voiture doit être dirigée par un conducteur. L'objectif de cette expérience, c'est aussi de réfléchir à une évolution de la réglementation. L'esprit de la loi française en matière de code de la route et de conduite de véhicules, ça ne s'arrête pas d'ailleurs uniquement aux voitures, c'est le principe fondateur de base qui existe depuis, je dirais, un siècle dans notre législation. Le conducteur doit rester maître de son véhicule et doit être en parfaite maîtrise de son véhicule. Avec les voitures autonomes, la loi va devoir s'adapter pour prendre en compte ces nouvelles réalités de conduite. Maintenant, pour ce qui est de l'accident, un conducteur d'un véhicule, même s'il a délégué la conduite à la voiture elle-même, reste le seul maître à bord et le seul responsable de ce qui va se passer avec sa voiture. Sauf à ce qu'éventuellement il puisse s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il y a eu un dysfonctionnement d'un système de la voiture qui lui a pourtant été vendu comme utilisable et que la responsabilité pèse sur le constructeur,
voire éventuellement sur le garagiste ou le concessionnaire qui a entretenu, qui a vérifié, qui a révisé le véhicule. Des accidents, justement, il devrait y en avoir moins. C'est même le principal argument des constructeurs pour faire accepter les voitures autonomes. 93% des accidents de la route sont dus à une erreur humaine. Reste encore à oser lâcher le volant. Request for joining. Platform request accepted. Please release the vehicle pedals. Please release the steering wheel. Dans ce convoi, il n'y a qu'un seul conducteur, celui du camion. Les autres voitures suivent automatiquement. Elles sont reliées et communiquent entre elles. Car qui dit voiture autonome, dit bien évidemment voiture connectée. Les véhicules du futur seront reliés à Internet pour avoir accès à des cartes routières ou à des informations sur le trafic. Mais ils seront aussi connectés les uns aux autres pour échanger des données. Plus de sécurité peut-être, encore faut-il que les données informatiques soient sécurisées. À partir du moment où la voiture va s'ouvrir sur l'extérieur, elle va s'exposer potentiellement à des attaques. Aujourd'hui, même si les voitures ne sont pas encore connectées à des données extérieures, elles sont déjà largement informatisées. Plusieurs ordinateurs de bord contrôlent diverses fonctions du véhicule, l'accélération, les freins et dans certains cas la direction. Ces systèmes informatiques sont reliés les uns aux autres via un réseau interne. En fait, les failles de sécurité arrivent à ce moment-là. C'est quand on est capable de s'introduire sur le réseau de la voiture et de renvoyer des informations erronées. On peut, par exemple, tromper le compteur, afficher d'autres informations, des vitesses plus élevées, moins élevées, etc. Ça, c'est pas très grave, mais ça peut aller plus loin. On peut, par exemple, prendre le contrôle de la voiture et donc modifier le freinage, l'accélération ou la manière dont le volant va tourner. Tant que les voitures ne sont pas directement reliées à Internet, il faut brancher un boîtier sur le système informatique pour en prendre le contrôle. Sur ce modèle, une prise est disponible ici. Elle sert normalement à diagnostiquer les pannes, mais on peut détourner cet usage. Il y a quelques mois, des universitaires ont connecté une manette de console de jeux vidéo à leur voiture. D'autres hackers ont réussi à installer un système permettant de contrôler la voiture à distance. Drôle peut-être, tant que la personne qui prend le contrôle du véhicule n'a pas de mauvaises intentions. Les constructeurs, conscients de ces risques, travaillent sur la protection des réseaux et des données des voitures. Dans quelques années peut-être, il faudra songer à mettre à jour les pare-feux de sa voiture en même temps que l'on fait sa vidange. Retour dans Transportez-moi. La voiture sans conducteur va-t-elle révolutionner la société de demain et à quelle échéance? La réponse dans une étude menée par KPMG. Alors KPMG, c'est un groupe international présent dans 150 pays et spécialisé, je le dis un peu vite, dans les expertises et les audits. Et vous, Laurent Desplaces, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes spécialisé, vous, dans le secteur automobile. Je suis responsable du secteur automobile en France, effectivement. Alors KPMG a mené cette étude aux États-Unis en 2012 auprès d'une trentaine de constructeurs automobiles, de législateurs, de chercheurs, d'ingénieurs. Et vous en avez conclu que la voiture sans conducteur pourrait s'imposer d'ici 20 ans. Ça pourrait vouloir dire des trains de voitures autonomes qui respectent les distances de sécurité, donc qui créent moins d'embouteillages, qui se garent toutes seules plus facilement parce qu'elles savent où aller. C'est bon, je décris un bon... Oui, alors, mais tout ça, ce sont des choses qui existent. C'est pour ça que quand on dit dans 20 ans, ça serait une généralisation progressive, mais ces technologies existent déjà. On peut déjà acheter certains véhicules haut de gamme qui ont un certain nombre de ces technos. Et puis, c'est plutôt en 2020, donc maintenant 2020, c'est très près, dans 6 ans, qu'on devrait avoir des premiers véhicules réellement autonomes. D'accord. Donc les choses vont aller plus vite, comme souvent dans ces grandes mutations technologiques. Les choses s'accélèrent et vont toujours plus vite que ce qu'on avait estimé. Vous dites dans votre étude qu'un Français passe en moyenne 1 heure par jour en voiture, les jours où on travaille, et qu'on pourrait récupérer 200 heures de temps libre. C'est vraiment énorme. Le Parisien moyen passe une centaine d'heures dans les embouteillages, donc si on peut lui faire éviter une partie de ce temps. Moins d'accidents aussi. Pareil, un autre chiffre, dans votre étude, vous parlez de 30 000 hospitalisations par an qui pourraient être économisées, moins d'accidents. Moins de pollution puisque moins de voitures, un espace public, des voies publiques désaturées
et une énorme économie, puisqu'a priori, on n'aurait plus besoin de tous acheter une voiture. Bien sûr, il est certain que si je peux, de mon smartphone, demander à une voiture automatique de venir me chercher à la porte du restaurant, je n'ai plus besoin d'en être propriétaire de cette voiture et elle va pouvoir servir à d'autres utilisateurs. Ça devient un taxi finalement autonome. Donc ça engendrera inéluctablement une baisse du parc. Je n'ai plus besoin d'être propriétaire de ma voiture. Donc ça, c'est aussi une révolution pour les constructeurs automobiles, c'est un autre business model. Ce que ça change, vous savez, c'est que d'abord la marque du véhicule a beaucoup moins d'importance. Ce que ça change également, c'est que je ne me préoccupe pas de savoir ce qu'il y a sous le capot. Finalement, le véhicule devient un ordinateur très perfectionné. Et donc, je place ma confiance dans celui qui a rédigé le programme informatique plutôt que dans celui qui a construit le véhicule. Donc ça révolutionne quand même beaucoup de choses. Et donc, ça change des métiers alors aussi. Ça veut dire moins de garage, moins de mécanique, peut-être, mais plus de contrôle informatique, plus de bugs à gérer. Oui, le point ultime, effectivement, de l'évolution, bon, c'est une évolution lente, donc qui va prendre des dizaines d'années, mais le point ultime de l'évolution, c'est plus d'accidents. C'est un rêve, et donc plus d'accidents, donc finalement plus de carrossiers. Et donc ça veut dire aussi révolution des permis de conduire, révolution du système d'assurance? Alors, révolution du permis de conduire, il n'y a plus besoin de permis de conduire, puisqu'on est quelque part déresponsabilisé, où la responsabilité est transférée à d'autres acteurs. Celui qui conçoit le système informatique et celui qui l'exploite. En matière d'assurance, c'est pareil, à partir du moment où la responsabilité est transférée du conducteur vers des concepteurs, ce sont les concepteurs qui vont devoir s'assurer. D'accord. On peut faire une analogie avec le système des taxis. Quand je monte dans un taxi, c'est pas moi qui m'assure, c'est bien celui qui assure la prestation de transport. Laurent Desplaces, merci beaucoup pour cette description de cette future société. Vous disiez que les progrès technologiques avançaient pas à pas, certains sont déjà d'actualité. Par exemple, la connectivité des véhicules, notamment, pourrait d'ores et déjà rendre de grands services à certains entrepreneurs qui l'utiliseraient pour mieux gérer leur flotte de véhicules. C'est l'objet de la chronique de Gérard Felzer. Jusqu'à aujourd'hui, une voiture, c'était un moteur et 4 roues. Et aujourd'hui, c'est aussi et surtout un ordinateur. Depuis une quinzaine d'années, les constructeurs ont adopté un standard, une prise qui vient de l'ordinateur de bord pour assembler toutes les données. Et cette prise, sur cette voiture, elle se trouve là. Et sur cette prise, on peut y connecter ça. C'est un petit boîtier inventé par une jeune start-up française. Cela permet de transmettre les données de la voiture tout simplement sur Internet. Et c'est aussi simple que ça. Alors, ce petit boîtier est un concentré de haute technologie. GPS, accéléromètre, gyroscope, qui transmet non seulement tous les paramètres de la voiture, mais également le comportement du conducteur. Par exemple, si j'emballe le moteur, comme ça c'est enregistré. Autre exemple, si je donne des coups de volant un peu trop fréquents, mon véhicule est identifié sur la route avec sa position instantanée, son adresse, son compte-tour, sa vitesse, sauf que je ne suis plus dans la voiture. Je suis devenu le patron, c'est-à-dire dans mon bureau, je peux tracer l'ensemble de ma flotte de véhicules, y compris les conducteurs. Ici sont canalisées des millions d'informations, comme 1. L'état du véhicule avec les données du moteur en temps réel, l'état des pneus, etc. 2. Eh bien, l'open data, c'est-à-dire toutes les informations disponibles pour le grand public, comme la météo, l'état du trafic, et enfin, des données propres à l'entreprise elle-même, c'est-à-dire la gestion du véhicule, son vieillissement, les consommations. En tant que patron, avec 6 millions de données, évidemment, je peux optimiser ma flotte, c'est-à-dire, 1, pour réduire mes coûts, 2, en gérant mieux le vieillissement de ma flotte et en fluidifiant le trafic, je réduis ma consommation, donc mes émissions de CO2. Et enfin, 3, je fais de la prévention routière en temps réel, donc je deviens une entreprise responsable. Par exemple, en regardant mes parcours enregistrés, je m'aperçois que j'ai dépassé 4 fois la vitesse maximum autorisée, que je suis monté dans mes tours 145 fois, ce qui est très dommageable pour la consommation. Et si ma vitesse est excessive un peu trop souvent, je reçois automatiquement un message d'alerte. Ah, rappel à l'ordre. C'est vrai que je me suis laissé un peu aller sur la vitesse.
de Transportez-moi est maintenant terminée. Vous souhaitez commenter, réagir? Rendez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site transportez-moi.fr. En attendant, dans le futur, j'utiliserai mon smartphone pour appeler une voiture sans conducteur. Mais pour l'instant... Salut Gérard. Hey. Ça, c'est quand même l'avantage des voitures avec conducteur, c'est que je peux te retrouver. Le pilote automatique, c'est moi. Pourquoi pas? Allez. Allez, vers de nouvelles aventures. Alors, en tant que patron d'entreprise, je réduis mes coûts par plusieurs facteurs. Fatigué, hein? Appuie sur le... Ça fait un effet. Deux en gérant... Là, t'as déjà fait le 2 quoi? Non. 2 en gérant 2. LCP Assemblée nationale et MAF Assurance vous ont présenté, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi.